Très bonne précision, et c'est une question très pertinente. Voici ce que les données récentes et les analyses permettent de dire quant à la possibilité d'une raréfaction du pétrole d'ici 2050. En supposant usage moyen actuel, soit sans baisse spectaculaire de la consommation, et en se basant sur les stocks réserves connus aujourd'hui ou estimés. Données actuelles. Réserves et consommation. Selon un rapport de 2025 de Rystad Energy, les réserves mondiales prouvées de pétrole ne couvriraient plus que 14 ans de production au rythme actuel d'extraction. Diesel net, les ressources totales, pétrole récupérable conventionnel et non conventionnel, sont estimées autour de 1500 milliards de barils. Rystad Energy, ces estimations indiquent une marge théorique de production sur plusieurs décennies, à condition que l'exploitation reste techniquement et économiquement viable. Ajoute, tendance de la demande jusqu'en 2050. Selon OPEC, dans son rapport 2025, la demande mondiale de pétrole continuerait d'augmenter jusqu'en 2050, de 103,7 millions de barils le jour aujourd'hui à 123 millions de barils jour. TV5 Monde Information. Dans ce scénario, le pétrole et le gaz resteraient majoritaires dans le mix énergétique mondial, malgré le développement des énergies renouvelables. Connaissance des énergies. Pour que l'offre suive cette demande croissante, il faudrait ajouter des centaines de milliards de barres de barils aux réserves exploitables d'ici 2050, ce qui semble difficile si l'exploration reste faible. Anadolu Agence. Raison d'une possible raréfaction. À la lumière des données précédentes, plusieurs signaux indiquent que la planète pourrait s'orienter vers une rareté relative, ou au moins vers des limitations importantes de l'offre pétrolière d'ici 2050. Réserve prouvée insuffisante. 14 ans de production à rythme actuel, selon Rystad. Cela signifie qu'à moins de découvrir ou développer de nouvelles ressources, le pétrole exploitable pourrait se raréfier. Diesel net. Ralentissement de l'exploration, les ressources récupérables stagnent et la découverte de nouveaux gisements est en baisse, ce qui rend l'ajout de volume futur incertain. Ajoute, contraintes économiques et techniques, certaines ressources sont difficiles ou coûteuses à extraire, ce qui peut rendre non rentable une partie des réserves restantes. Pression sur l'environnement et transition énergétique. Même si la demande reste stable, des réglementations climatiques, des taxes carbone ou un virage vers les renouvelables pourraient réduire l'exploitation future, diminuant l'investissement et la production. Scénario possible pour 2050. Description, hypothèse, risque de raréfaction. Business as usual, plus nouvelles découvertes. Maintien de la consommation, plus succès en exploration et exploitation de nouvelles ressources. Modéré, possibilité de maintenir l'offre si exploration et extraction restent actives. Demande élevée, plus exploration stagnante. Consommation continue mais peu de nouvelles découvertes. Élevé, risque de pénurie ou de tension sur l'offre. Prix élevé. Transition énergétique plus baisse de la demande. Mix énergétique évolue, recours réduit au pétrole. Conservation des réserves, faible. Le pétrole serait utilisé avec plus de parcimonie, raréfaction limitée, mais l'exploitation commerciale déclinerait. Contraintes environnementales strictes, pénurie de nouveaux gisements, régulation forte, ressources difficiles à exploiter, très élevées, nombreux gisements pourraient rester inexploités, pénurie possible. Mon évaluation. Forte probabilité d'une rareté relative, voire d'un ralentissement mondial de l'exploitation pétrolière d'ici 2050, sauf si des découvertes majeures et un investissement massif permettent d'inverser la tendance. Autrement dit, on ne parle probablement pas d'une extinction du pétrole d'ici 2050, mais plutôt d'un pétrole plus rare, plus cher, plus stratégiquement exploité et potentiellement remplacé partiellement par d'autres énergies. Si tu veux, je peux projeter 3 scénarios, pessimiste, réaliste, optimiste, avec probabilité estimée pour l'année 2050 selon ce que les experts disent. Ça donne une vue quantitative de l'avenir. Veux-tu que je fasse ça? Je comprends.
Tu veux une explication globale ou un modèle complet sur le contrôle de l'utilisation, de la transformation et des usages des produits issus de la pétrochimie. En d'autres termes, comment on contrôle toute la chaîne pétrochimique, depuis l'extraction jusqu'aux produits finis, plastique, carburant, solvants, engrais, etc. Voici une synthèse complète et claire du sujet. Contrôle de l'utilisation, de la transformation et des usages de la pétrochimie. La pétrochimie transforme le pétrole et le gaz en milliers de produits. Plastique, fibres synthétiques, médicaments, engrais, carburants, solvants, lubrifiants, peintures, matériaux industriels, etc. Pour contrôler tout cela, il existe 4 niveaux majeurs de contrôle. 1. Contrôle à la source, extraction, raffinage. 2. Contrôle de la transformation pétrochimique. 3. Contrôle des produits finis et de leurs usages. 4. Contrôle environnemental et réglementaire global. Émissions, déchets. Je détaille. 1. Contrôle à la source, extraction et raffinage. Objectif. Contrôler la quantité produite, garantir la qualité, éviter les dérives, pollution, incidents, gérer les quotas et réserves. Moyens. Normes internationales, API, ISO, surveillance en temps réel, capteurs, inspection, IA. Réglementation nationale, autorisation d'extraction, quotas, audit de sécurité, risque d'incendie, fuite, corrosion. Traçabilité du flux de matière, chaque baril peut être suivi. Numéro 2. Contrôle de la transformation pétrochimique. Les usines pétrochimiques transforment des hydrocarbures en molécules de base, éthylène, propylène, benzène, toluène, naphthase, polymères, etc. Point contrôlé. Procédés chimiques, craquage, reformage, polymérisation. Réacteurs sous pression, température, catalyseur, composition, gestion des produits intermédiaires dangereux. Système de contrôle. SCADA DCS, systèmes industriels automatisés, analyse chimique continue, chromatographie, spectrométrie. Standard REACH Europe, TSCA, ICP France, réglementation ATEX, zones explosives. Ici, le contrôle est très strict, car les risques sont élevés, explosion, toxicité, fuite de gaz, pollution. Numéro 3. Contrôle des produits pétrochimiques finis et de leurs usages. La pétrochimie fabrique plus de 6000 produits dérivés. Le contrôle vise à éviter les abus, limiter les toxiques, protéger l'utilisateur et l'environnement. Contrôle des usages. Plastique, interdiction. Sac plastique, plastique non recyclable, normes de recyclage obligatoires. Engrais, ammoniac, produits azotés, contrôle strict, risque d'explosion, impact écologique. Solvante, normes sur les composés organiques volatiles OV. Pesticides dérivés pétrochimiques. Homologation, toxicité testée, liste de substances interdites. Carburant, normes sur soufre, benzène aromatique, contrôle des émissions, Euro 6-7. Pharmaceutique, issu parfois de pétrochimie. Test toxicologique, autorisation de mise sur le marché. Outils, certification CI, FDA. Test en laboratoire, restrictions légales, suivi de dangerosité, CLP, GHS. Numéro 4. Contrôle environnemental et déchets. Fin du cycle pétrochimique. La pétrochimie génère des déchets toxiques, des gaz polluants et des plastiques persistants. Le contrôle final vise limiter les émissions, gérer les résidus toxiques, recycler, éviter les fuites accidentelles. Contrôle clé. CO2, NOx, SO2, COV, particules fines, microplastiques, stockage des déchets dangereux, destruction des produits interdits, quota carbone, certification, bilan carbone. Vision globale, un système de contrôle complet. Voici la chaîne sous forme simple. 1. Extraction contrôlée. 2. Transport surveillé. 3. Raffinage strictement régulé. 4. Transformation pétrochimique sous haute sécurité. 5. Homologation conformité des produits. 6. Contrôle des usages autorisés interdits. 7. Gestion des déchets et recyclage. 8. Contrôle des émissions et l'impact environnemental. Chaque étape possède ses lois, normes et systèmes d'inspection. Conclusion simple. Le contrôle de la pétrochimie couvre toute la chaîne, depuis le pétrole brut jusqu'aux produits du quotidien. Ce contrôle est technique, procédé, usine, chimie, sanitaire, toxicité, environnemental, pollution, déchets, économique, quota, production, import-export, légal, normes internationales. La pétrochimie est l'un des secteurs les plus surveillés au monde, car elle combine risques industriels, enjeux économiques, impacts environnementaux, dépendance mondiale. Si tu veux, je peux te créer un rapport complet, académique, un schéma de la chaîne de contrôle, une synthèse pour exposer un plan de dissertation, thèse
une présentation PowerPoint sur le contrôle pétrochimique. Que préfères-tu? Ok, je vais répondre clairement et directement selon ta logique. Il resterait 14 ans de réserve prouvée au rythme actuel, donc autour de 2039. Tu veux que j'explique la situation en 2039, en particulier si on a encadré ou réduit les usages pétrochimiques inutiles, superflus. Voici une analyse cohérente, réaliste et structurée de ce que serait la situation mondiale en 2039. Number 2039. Un monde en tension pétrolière et en transition forcée. En 2039, si les réserves prouvées n'ont pas été massivement augmentées et si les usages pétrochimiques ont été encadrés, la situation ressemblerait à ceci. Number 1. Le pétrole n'a pas disparu, mais il est devenu rare et stratégique. En 2039, le pétrole n'est pas fini, mais la production mondiale a baissé, les gisements faciles sont presque tous déclinants. Seuls les pays avec gros réservoirs, Arabie Saoudite, Émirats, Irak, USA, dominent encore. Le baril est devenu plus cher, plus volatile et plus politique. Number 2. La pétrochimie inutile ou superflue a été limitée, réglementée. Dans ce scénario, les gouvernements ont réduit ou interdit. Plastique à usage unique, solvants et additifs non essentiels, emballage superflu, produits pétrochimiques à faible valeur ajoutée, utilisation industrielle non justifiée, chauffage au fioul industriel, etc. Cela représente environ 25 à 30% des usages pétrochimiques mondiaux. Objectif: réserver le pétrole aux usages vraiment indispensables, comme aviation, pétrochimie de base, plastique technique, médical, électronique. Bitume pour infrastructures, engrais et chimie lourde, certains carburants militaires. Number 3. Il existe un système mondial de priorisation du pétrole. En 2039, face à la tension, les États ont mis en place quotas d'utilisation, priorité aux industries essentielles, restrictions pour les secteurs loisirs, superflus, objectif de réduction progressive de 2 à 5% par an. Plan mondial sur le recyclage des plastiques. On ne gaspille plus le pétrole pour des produits jetables. Il est devenu un matériau stratégique, comme l'or ou l'uranium. Number 4. Le monde a accéléré la transition énergétique à marche forcée. Face à la raréfaction, les pays ont investi massivement dans électricité renouvelable, solaire, éolien, hydraulique, nucléaire, fission avancée plus début de fusion expérimentale, hydrogène vert, biocarburants avancés, matériaux biosourcés, plastiques végétaux, composites naturels. Les voitures thermiques représentent moins de 20% du parc dans les pays développés. Number 5. Les transports ont changé. Aviation, encore très dépendante du kérosène, mais usage plus cher. Camions, majoritairement électriques ou hydrogène. Voitures, 80% électriques ou hybrides. Maritime, méthanol, ammoniac, hydrogène. Militaire, toujours très dépendant du diesel et du kérosène, hautement prioritaire. Number 6. Les industries ont muté. Des secteurs entiers ont dû se réinventer. Les gagnants: batteries, énergie renouvelable, matériaux composites non pétrochimiques, recyclage avancé, chimie verte, transport électrique. Les perdants: plastique jetable, industrie basée sur solvants, pétrochimiques, raffinage classique, diminution. Carburant automobile. Number 7. La vie quotidienne en 2039. Pour un citoyen normal, le prix de l'énergie est plus élevé mais stabilisé. Les produits 100% plastique jetables ont quasi disparu. Les appareils électroniques utilisent davantage de matériaux recyclés. Les voitures à essence sont rares, chères et souvent interdites dans les villes. Les avions coûtent plus cher, voyages moins fréquents. Number 8. Les tensions géopolitiques persistent. La rareté relative du pétrole crée des conflits d'accès aux derniers gisements, une importance politique accrue du Moyen-Orient, une compétition Chine-USA pour sécuriser les flux, une pression sur l'Afrique, nouveaux gisements et métaux pour batteries. Résumé clair de ta question. Open quote. Donc en 2039, avec 14 ans de réserve prouvée restante, après avoir encadré les usages pétrochimiques inutiles, où en est-on? Close quote. Réponse. En 2039, le pétrole est encore là, mais rare, cher, strictement contrôlé, réservé aux usages indispensables. Le monde fonctionne, mais avec moins de plastique,
plus d'électricité, une économie plus chère, un pétrole devenu stratégique, une transition énergétique accélérée, des changements forts dans le transport et l'industrie. Si tu veux, je peux maintenant te faire une projection pour 2050, faire un tableau comparatif 2024, 2039, 2050, écrire un scénario réaliste complet façon rapport scientifique, ou te faire une histoire narrative de la planète vue depuis 2039. Tu préfères quoi? Très bonne question. Si on injecte l'automatisation totale, les robots et des IA très avancés dans le scénario 2039 que j'ai décrit, alors le monde change encore plus profondément. Voici une version enrichie du scénario 2039 avec la dimension IA, robot/automatisation ajoutée. Nabat 2039, monde en tension pétrolière, plus automatisation massive, plus IA omniprésente. La rareté relative du pétrole, combinée à une automatisation avancée, crée un monde très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Je t'explique point par point. L'automatisation compense, en partie, la rareté pétrolière. Les robots et IA permettent des procédés industriels ultra efficaces, moins de gaspillage, optimisation du raffinage, réduction de la consommation énergétique, réduction du personnel, donc moins de déplacements, moins de transport, planification parfaite des flux matières. Résultat, l'industrie consomme moins de pétrole par unité produite. Cela ralentit l'arrivée de la pénurie, mais ne l'annule pas. La robotisation de l'industrie pétrolière elle-même. Dans les puits, raffineries et usines pétrochimiques, robots de forage autonomes, maintenance prédictive par IA, surveillance par drone, optimisation de la production en temps réel, réduction drastique des accidents, mieux exploiter les gisements encore rentables. La production devient plus précise, moins coûteuse, mais limitée par la géologie. Les robots réduisent la demande de certains produits pétrochimiques. C'est un effet indirect, mais crucial. Moins de transport humain, emballage jetable plastique, simple, véhicules thermiques, matières utilisées en main-d'œuvre humaine. Plus de matériaux composites complexes, plastiques, techniques haut de gamme, pièces de haute précision pour robotique, fibres et polymères pour électronique avancée. Moins de pétrole pour les usages banals, mais plus pour les usages techniques. La société bascule vers un modèle 24/7 automatisé. Les robots prenant en charge logistique, agriculture, construction, fabrication, maintenance, sécurité, transport, nettoyage, tri des déchets, recyclage complexe. La société devient beaucoup moins dépendante de la main-d'œuvre humaine, donc indirectement moins dépendante des usages de mobilité pétrolière. La transition énergétique est accélérée par l'IA. IA plus rareté du pétrole et accélération brutale. Optimisation des parcs solaires et éoliens. Réseau électrique intelligent. Batteries avancées générées par IA. Nouvelle chimie. Réacteurs nucléaires modulaires automatisés. Synthèse avancée de carburant de remplacement. Recyclage poussé. Plastique, monomère, replastification. Efficacité énergétique extrême. Le pétrole devient un matériau premium, réservé à des technologies de pointe. Le marché de l'emploi est complètement bouleversé. L'automatisation limite la dépendance au pétrole en supprimant des secteurs entiers. Effondrement, transport routier humain, usines classiques, services basés sur personnel physique, logistique manuelle. Explosion. IA, robotique, matériaux avancés, informatique, énergie renouvelable, cybersécurité, biotechnologie, maintenance robotique. Moins de déplacements, moins de carburant, moins de dépendance. Le pétrole devient un matériau réservé aux IA et à la robotique. C'est le point le plus paradoxal. Les robots, circuits intégrés, plastique technique, fibres composites, les satellites, capteurs, drones. Les pièces de haute précision dépendent encore partiellement de la pétrochimie. Donc, le pétrole n'est plus pour les humains, mais pour les machines qui maintiennent le système. Le pétrole reste stratégique, mais sur un marché 5 à 10 fois plus petit qu'en 2020. En 2039, le monde est efficace, mais fragile. Avec IA plus automatisation, plus rareté pétrolière, avantage. Efficacité maximale, très peu de gaspillage, économie optimisée, énergie renouvelable dominante, logistique parfaite,
quasi-suppression des plastiques inutiles. Risques. Dépendance extrême à l'électricité, dépendance à l'IA et aux robots, pénurie possible de certains matériaux, lithium, nickel, cybersécurité cruciale, société humaine très inégale selon niveau technologique. Le vrai danger n'est plus seulement le pétrole. C'est la dépendance au système automatisé. Résumé simple de ton scénario avec IA ajouté. Sans IA, 2039, pétrole rare, cher, contrôlé, transition forcée. Avec IA plus robots, 2039, consommation pétrolière globalement réduite. Industrie ultra efficace, transition énergétique accélérée, pétrole réservé aux usages techniques, disparition des usages superflus, dépendance à la robotisation, géopolitique toujours tendue, société bifurquée entre zones avancées et zones restées dépendantes du pétrole. Le pétrole devient un matériau de haute technologie, non un carburant de masse. Si tu veux, je peux maintenant décrire la situation en 2050 avec IA plus pénurie pétrolière, faire un scénario effondrement automatisé ou utopie automatisée, créer un tableau comparatif 2020, 2039, 2050. Tu veux aller vers quel avenir? Parfait, on y va. Tu dis que l'automatisation sera partielle, pas totale, je prends ça en compte. D'abord, je réponds clairement à ta question courte. Fabriquer tout ça, robots, IA, infrastructures de transition, batteries, matériaux alternatifs, a-t-il un impact? Puis je fais une critique synthétique de tous les textes éléments que j'ai produits plus haut. Hypothèses, divergences, points controversés et limites. Je reste direct et franc, voilà l'essentiel. Numéro 1. Fabriquer tout ça. Oui, ça a un impact. Lequel, même si l'automatisation est partielle, la production massive de robots, d'IA embarqués, d'énergie renouvelable et de nouvelles chaînes de fabrication a plusieurs types d'impacts interdépendants. A. Impacts environnementaux directs. Extraction de matières premières, batteries, moteurs, capteurs, semi-conducteurs, demande lithium, cobalt, nickel, cuivre, terres rares, silicium, etc. L'extraction pollue, consomme de l'eau, détruit des écosystèmes et crée des déchets miniers. Empreinte carbone de la fabrication. Construire des usines, fabriquer panneaux solaires, éoliennes, batteries et robots consomme beaucoup d'énergie, émissions CO2 surtout si l'électricité n'est pas entièrement bas carbone. Pollution chimique et e-déchets. Déchets électroniques, PCB toxiques, fluides industriels, solvants qui posent des problèmes de gestion à long terme. Usage de terre et biodiversité. Champs solaires, mines, usines, routes logistiques, tout cela empiète sur la nature. B. Impact sur les ressources et la chaîne d'approvisionnement. Contraintes minérales. La demande en métaux critiques peut créer des goulots d'étranglement, approvisionnement, prix et dépendance géopolitique. Pression sur le recyclage. Sans une filière de recyclage massive et performante, on accumule des ressources dissipées et toxiques. Intensité énergétique. Fabriquer des batteries et semi-conducteurs est énergivore. La durabilité dépendra du mix électrique. L'accès. Impact socio-économique. Dislocation de l'emploi. Automatisation partielle déplace emploi, perte dans certains secteurs, création dans d'autres, accentue besoin de requalification. Inégalité. Régions entreprises qui maîtrisent tech accès aux matériaux gagnent. Autres régions stagnent. Fracture technologique et économique. Dépendance technologique. Panne, cyberattaque, verrouillage par fournisseurs, licence, maintenance deviennent des risques stratégiques. D. Impact géopolitique et stratégique. Nouvelle géopolitique des matériaux, contrôle des mines de lithium, cobalt, terres rares, quoi pouvoir. Sécurité et souveraineté. Pays cherchent à localiser production critique, batteries, semi-conducteurs, pour ne pas dépendre d'adversaires. Risque de conflits locaux autour des ressources. Impact sur la consommation énergétique environnementale indirecte. Effet rebond. Gains d'efficacité peuvent réduire le coût effectif de certains services, plus de consommation ailleurs, par transport plus intensif malgré efficience. Allongement des cycles. Si la techno réduit coûts, on produit plus d'appareils. Sans régulation, gains d'efficacité peuvent être annulés. Numéro 2. Comment réduire, maîtriser ces impacts? Important. Solution réaliste si on veut une transition durable. Éco-conception.
Produire robots, batteries et panneaux conçus pour durer et être recyclés. Recyclage et économie circulaire. Investir massivement dans le recyclage des batteries, terres rares, plastiques techniques. Mix énergétique bas carbone pour la fabrication. Électrifier les usines avec électricité décarbonée. Diversification des approvisionnements et substitution. Réduire dépendance à quelques métaux. Développer alternatives. Batteries à sodium, recyclage chimique. Politique et régulation. Taxes sur matières premières non recyclées. Quotas. Normes d'éco-conception. Certification sociale, environnementale. Transition juste. Formation, filets sociaux, reconversion professionnelle. Gouvernance globale sur ressources critiques, accords internationaux pour éviter pillage, traite et pour partager technologies de recyclage. Number 3. Critique de mes textes précédents. Points forts, limites et divergences. Je vais résumer et critiquer brièvement les grandes parties que j'ai fournies plus tôt, scénario 2050, pénurie 2039, IA plus automatisation. Pour chaque élément, ce que j'ai bien fait, ce que j'ai simplifié, ce qui reste controversé. A. Sur l'estimation 14 ans de réserves prouvées, source Rystad évoquée. Point fort. Met en lumière que les réserves prouvées ne sont pas infinies et que les découvertes nouvelles sont nécessaires. Limite. Réserves prouvées varient selon prix du pétrole, technologie et politique. Elles augmentent si prix monte ou si on investit dans extraction non conventionnelle. Dire 14 ans peut être vrai techniquement aujourd'hui, mais trompeur sans préciser la dépendance au prix, à la technique et au taux de consommation futur. Controverse. Certains experts considèrent que les réserves prouvées sont un indicateur trop conservateur. D'autres pensent qu'on surestime la capacité d'ajouter des réserves économiquement exploitables. Les deux positions ont des arguments valides. B. Sur le scénario 2039, sans usage inutile, encadrement. Point fort, logique claire, si on supprime plastique jetable, on économise du pétrole pour usage essentiel. Limite, j'ai sous-estimé le temps et la difficulté politique pour faire disparaître 25-30% d'usage. Les habitudes de consommation, les intérêts industriels et la logistique rendent ces changements lents et résistants. Controverse. Quel pourcentage est réaliste? Les gouvernements et marchés ne bougent pas uniformément. L'UE peut réduire fortement, d'autres pays moins. Donc, distribution inégale. C'est sur l'effet de l'automatisation IA, 2039 augmenté. Point fort, j'ai bien montré les effets d'optimisation, moindre consommation par unité, et la spécialisation du pétrole pour usage technique. Limite, j'ai peut-être été trop optimiste sur la vitesse d'adoption d'IA robots à l'échelle mondiale et sur l'impact net sur la demande globale. L'automatisation elle-même demande des matériaux et de l'énergie, ce qui compense une partie des gains. Controverse. L'ampleur réelle de l'effet rebond ou gain d'efficacité crée de nouvelles demandes est débattue. Certains pensent qu'il peut annuler une grande partie des économies. Et sur la transition accélérée et la substitution 2050. Point fort, plausible que renouvelable plus stockage plus hydrogène réduisent la dépendance. Limite, j'ai simplifié les contraintes minérales et la vitesse à laquelle on peut remplacer secteurs lourds, aviation, pétrochimie. Ces secteurs sont techniquement difficiles à décarboner et requièrent solutions de rupture, carburant synthétique, hydrogène. Controverse. Y a-t-il suffisamment de métaux, d'usineurs et d'infrastructures pour électrifier et fabriquer massivement d'ici 2039-2050 sans créer d'autres crises d'approvisionnement? Experts divisés. Sur la géopolitique, point fort. La concentration des ressources restera géopolitiquement explosive. Limite, j'ai peut-être trop homogénéisé les réactions des États, nationalisation, quotas, etc. Certains pays adoptent marché libre, d'autres contrôles stricts. Les alliances technologiques peuvent évoluer imprévisiblement. Controverse, effet précis des tensions, guerre, embargo, coopération multilatérale est hautement incertain. F sur l'emploi et la société. Point fort, j'ai bien indiqué le déplacement d'emploi et la nécessité de requalification. Limite, j'ai peut-être pas assez nuancé les opportunités créées, nouveaux métiers verts, économie circulaire, ni les politiques possibles, revenu universel, semaine de travail réduite. Controverse, l'impact net sur le chômage, bien-être social dépendra des politiques publiques,
on peut éviter la catastrophe sociale ou l'aggraver. 4. Point de divergence, controverse majeure, récapitulatif. Voici les 6 points clefs qui divisent les spécialistes. C'est là que tout se joue. 1. Réserve prouvée versus ressources récupérables. Divergence. Certains lisent 14 ans comme signal d'alerte immédiate, d'autres rappellent que la hausse des prix rend exploitable beaucoup plus de ressources. 2. Vitesse de la transition technologique. Divergence. Accélération rapide, IA, batterie, VC contraintes physiques minières qui freinent l'échelle. 3. Effet rebond et comportement humain. Divergence. Gains d'efficacité réduisent ou augmentent la demande globale. Économistes divisés. 4. Rôle des politiques publiques. Divergence. Les marchés peuvent s'ajuster eux-mêmes versus nécessité d'intervention forte. Taxes carbone, quotas, normes. Approvisionnement en métaux critiques. Divergence. Substitution et recyclage suffiront-ils? Ou bien on aura un nouveau type de rareté. Lithium, cobalt, terres rares. 6. Automatisation, solution ou risque structurel. Divergence. Automation résout la pénurie en économisant ressources versus elle crée dépendance. Nouveaux risques. Cyber, supply chain et demande en matériaux. Number 5. Conclusion synthétique et conseils pratiques, si tu comptes agir ou t'informer. Oui, fabriquer l'automatisation et la transition a un coût impact réel, environnemental, minier, énergétique, social. Ces impacts peuvent être maîtrisés si on combine éco-conception, recyclage massif, électricité bas carbone et gouvernance internationale sur ressources critiques. La plupart des scénarios raisonnables prévoient une raréfaction relative du pétrole utilisé pour les usages non essentiels, mais pas une fin totale, au moins jusqu'à 2050. Les vraies priorités politiques techniques. Investir dans le recyclage, sécuriser les chaînes d'approvisionnement des matériaux critiques et préparer des politiques sociales pour accompagner la transition. Reste critique face aux chiffres définitifs. PXE 14 ans. Ce sont des instantanés dépendants de prix, technologie et politique. Si tu veux que je fasse maintenant une carte des impacts, tableau, par type de ressources, lithium, cobalt, cuivre, terres rares, liées à la fabrication des robots IA Renewables, ou un résumé pour un exposé. Pourquoi fabriquer l'automatisation coûte? Et comment réduire ses coûts? Dis-moi lequel tu préfères. Tableau détaillé, slide pour exposer ou scénario narratif. Bonne question. La qualité de la donnée citée, Rystad Energy, réserve mondiale prouvée 14 ans de production, dépend de comment on interprète ce chiffre. Voici mon analyse. Ce qu'on peut en tirer, ce qu'il faut relativiser et les limites incertitudes. Ce que dit la donnée et ce qu'elle mesure bien. Le 26 août 2025, Rystad Energy a publié une estimation selon laquelle les réserves mondiales prouvées de pétrole couvrirait seulement 14 ans d'approvisionnement si on continue le rythme d'extraction actuel. Diesel net, cela signifie que, dans le cadre strict des réserves prouvées, CADI, le pétrole connu, identifié, techniquement et économiquement récupérable aujourd'hui, sans découverte nouvelle ni réévaluation, ces réserves ne suffiraient à soutenir la production globale que pour environ 14 années supplémentaires. Dieselnet, à ce titre, se chiffre à une valeur d'alerte. Il illustre la vulnérabilité du modèle actuel, production plus consommation plus maintien des réserves. Il met en lumière les risques d'épuisement ou de fortes tensions d'offres à court-moyen terme. Pourquoi ce chiffre doit être considéré avec prudence? Les limites et incertitudes. Mais ce 14 ans n'est pas une date certaine d'épuisement, pour plusieurs raisons. Définition restrictive des réserves prouvées. Les réserves prouvées, proven reserves, sont les quantités de pétrole connues et jugées récupérables dans les conditions économiques et technologiques actuelles. Encyclopædia Britannica. Elle ne compte pas ce qui pourrait devenir récupérable plus tard. Gisements non découverts, pétrole profond, schiste, sable bitumineux, ressources non conventionnelles qui peuvent augmenter le potentiel exploitable au fil du temps. Scientific American. En conséquence, réserve prouvée plus consommation actuelle est un instantané, pas une prévision définitive. Le ratio réserve-production varie dans le temps.
Si le prix du pétrole monte ou que les technologies s'améliorent, des gisements auparavant non rentables peuvent devenir exploitables, ce qui augmente les réserves prouvables. Scientific American, à l'inverse, baisse des investissements dans l'exploration ou hausse des coûts d'exploitation. Environnement, régulation, extraction difficile peuvent faire baisser ce ratio. Consommation et demande future incertaines. L'estimation 14 ans suppose que le rythme d'extraction-consommation reste identique. Mais la demande peut baisser, transition énergétique, ou au contraire augmenter, croissance, pays émergents. Si la consommation diminue, par substitution énergétique, efficience, régulation, les réserves durent plus longtemps. Si elle augmente, l'épuisement peut arriver plus vite. Données parfois incomplètes ou incertaines selon les régions. Certaines zones n'ont pas fait d'exploration récente. Certains États peuvent sur- ou sous-évaluer leurs réserves pour des raisons politiques, économiques ou stratégiques. S&P Global, les catégories probables, potentielles, non découvertes sont difficiles à quantifier et souvent exclues des prouvés. Quelle qualité pour cette donnée selon le but de l'analyse objectif usage pertinence de 14 ans? Alerter sur le risque de pénurie ou de stress pétrole à moyen terme. Très pertinente. C'est un signal fort qu'on ne peut pas ignorer. Planifier une sortie graduelle du pétrole, transition énergétique, relocalisation, utile comme scénario de base ou pire cas plausible, à prendre au sérieux. Faire une prédiction précise d'épuisement total, trop incertain, les hypothèses sont trop fragiles, c'est un ordre de grandeur, non une date ferme. Comparer avec d'autres estimations, BP, IAIA, etc. À combiner, il faut comparer les définitions, les méthodes, les ressources prouvées versus récupérables versus total. En résumé, la donnée 14 ans, utile mais à nuancer fortement. La donnée est fiable pour ce qu'elle est. Un calcul basé sur les réserves prouvées et la production actuelle, publiée par un spécialiste reconnu. Mais elle ne représente pas la totalité du pétrole dans le sol, ni ce qui pourrait devenir exploitable. Elle n'est pas une date inéluctable. L'évolution dépendra de la technologie, des découvertes, des prix, des politiques, de la demande. Elle doit être utilisée comme un indicateur d'alerte, un outil de prospective, et non comme une fin du pétrole programmée. Si tu veux, je peux regrouper 5 à 10 estimations récentes, 2020-2025, de la durée des réserves mondiales selon différentes sources, Rystad, BP, EIA, etc., pour comparer. Ça donne un éventail statistique plutôt qu'un chiffre unique. C'est souvent plus pertinent. Veux-tu que je le fasse? Voici une liste préliminaire, structurée par secteur, des usages de produits pétrochimiques qui sont considérés comme inutiles, stupides, excessifs ou facilement remplaçables, c'est-à-dire des usages dont l'impact écologique est disproportionné par rapport à leur utilité réelle. Cette liste n'est pas exhaustive, mais c'est une bonne base. Number 1. Grande distribution. Consommation courante. Emballage absurde ou inutile. Fruits déjà protégés par une peau, bananes, oranges, avocats, emballés dans du plastique. Légumes emballés individuellement, concombres, courgettes. Portions individuelles multipliées, fromage, biscuits, chips en mini-sachets. Double, triple ou quadruple emballage des produits électroniques. Barquettes en plastique pour aliments secs qui n'en ont pas besoin. Pâtes, riz. Produits 100% jetables, alors qu'il existe une alternative, couverts, assiettes, verres jetables en plastique, hors usage médicaux. Coton-tige en plastique, déjà interdit dans plusieurs pays, sacs en plastique à usage unique, jeux ou gadgets Happy Meal en plastique très basse qualité. Conditionnement ridiculement petit, mini-bouteilles de shampoing, hôtel, produits de toilette, échantillons, capsules de café enveloppées une par une. Number 2. Cosmétiques, hygiène. Produits presque entièrement packaging. Coffret cadeau massif rempli de plastique pour un petit flacon. Bouteille de shampoing à parois épaisses ou forme fantaisiste sans utilité. Emballage plastique autour de produits déjà dans un emballage secondaire inutile. Produits jetables remplaçables. Lingettes nettoyantes, imprégnées de pétrochimie non recyclable.
Lame de rasoir jetable totalement en plastique. Masque ou patch, un usage avec emballage individuel. Number 3. Restauration agroalimentaire. Pailles en plastique, barquettes pour aliments consommés sur place, sacs plastiques pour une seule commande, film plastique inutile sur aliments frais en self-service, boîtes plastiques pour desserts ou sauces emballées individuellement. Mop 4. Logistique, e-commerce, suremballage, produits minuscules envoyés dans des boîtes remplies de sacs bulles plastiques, air pillows en polyéthylène pour remplir du vide inutile, ruban d'emballage plastique là où carton ou fibre suffirait. Faux recyclage, plastique marqué recyclable mais en pratique jamais recyclé, PS, PVC. Plastique coloré teinté rendant le recyclage impossible. Number 5. Électronique grand public. Accessoires inutiles en plastique. Coque de téléphone ultra bon marché, non durable, renouvelé tous les mois. Film plastique de protection sur chaque surface, et parfois plusieurs couches. Connectiques et adaptateurs moulés en plastique épais pour un usage ponctuel. Objets gadgets sans utilité réelle. LED, jouets connectés, mini-ventilateurs USB, powerbanks jetables, plastique utilisé pour du design marketing sans fonction. Number 6. Automobile, transport. Usage cosmétique inutile. Chrome plastique décoratif. Accessoires tuning en plastique non fonctionnel. Habillage intérieur qui imite le métal ou le bois mais sont intégralement pétrochimiques. Protection de sièges jetables pour des trajets courts, loueurs, garage. Objets jetables autour de la voiture. Désodorisant en plastique, lingettes pour tableau de bord, film autocollant, décoratif jetable. 7. Mode, textile. Fast fashion à base de fibres pétrochimiques, polyester, nylon, acrylique utilisés pour des vêtements à très courte durée de vie. Microfibres extrêmement polluantes, vêtements trend portés 1-3 fois puis jetés. Accessoires entièrement plastiques, chaussures et EVA bas de gamme. Charcle 8. Jouets loisirs, jouets 100% plastique ultra bon marché, figurines promotionnelles, McDo, Pâques, Noël, gadgets des fêtes foraines, décorations saisonnières jetables, Halloween, Noël, Pâques, pistolets à eau et objets gonflables de mauvaise qualité. 9. Bricolage. Jardin. Articles peu durables et remplaçables. Pot de fleurs jetable utilisé une seule fois. Bâche plastique fine non réutilisable. Outils ou accessoires de jardinage en plastique cassant. Filet plastique pour fruits et légumes dans le jardin. Solution biodégradable existe. Number 10. Produits novelty absurdes. Vraiment stupides ou inutiles. Confetti en plastique. Paillettes synthétiques, microplastiques purs. Décoration de gâteaux en plastique. Décor de table jetable. Accessoires de fête mon usage. Ballons non biodégradables. Number 11. Industrie construction. Usage largement évitable. Films plastiques épais pour protéger des surfaces temporairement. Emballage individuel de vis écrous. Palettes plastiques jetables. Mousse d'emballage non recyclable, EPS, EPE. Design industriel marketing, mais pas fonctionnel. Habillage plastique cosmétique sur machine. Pièces moulées esthétiques sans utilité technique. Number 12. Santé, hors strictement médical nécessaire. Usages non médicaux. Accessoires jetables destinés au confort. Sandales, draps non réutilisables. Sacs et consommables non cliniques en plastique là où réutilisables serait possible. Attention, matériel médical stérile ou inutile. Conclusion. Critère général d'un usage pétrochimique stupide. Un produit ou usage est inutile si 1. Il n'a pas d'utilité fonctionnelle réelle. 2. Il peut être remplacé facilement par un matériau renouvelable. Papier, fibre végétale, métal, verre, tissu. 3. Sa durée de vie est largement inférieure à la durée de pollution qu'il génère. 4. Il est uniquement marketing ou décoratif. 5. Il existe une alternative durable déjà disponible. 6. L'usage est massif alors que l'objet n'a aucune valeur durable. Si tu veux, je peux maintenant faire la liste des usages essentiels, ceux qu'on ne peut pas éliminer facilement, une analyse par pays ou secteur, ou réduire en premier, un plan politique pour réduire 40-60% de ces usages d'ici 2035. Une estimation de l'impact global, tonnes de pétrole économisées, CO2, déchets réduits. Lequel veux-tu?
Tu poses la question centrale. Comment tracer la ligne entre usage pétrochimique acceptable et non acceptable? Et comment expliquer que le monde devra choisir quel désir il privilégie? C'est une question philosophique, politique, éthique, technologique et sociale en même temps. On y répond étape par étape, avec lucidité. Number 1, l'utilité fonctionnelle n'est pas suffisante. Tu as raison. Dire si c'est utile, on garde, si ça ne l'est pas, on supprime. Est beaucoup trop simpliste. Pourquoi? Parce qu'il existe des usages utiles mais très polluants, des usages inutiles mais socialement importants, fêtes, loisirs, des usages petits mais symboliquement importants, des usages fonctionnels mais remplaçables, des usages économiquement essentiels mais écologiquement absurdes. Donc la ligne rouge ne peut pas être seulement fonctionnelle. Elle doit combiner plusieurs critères. Number 2. Les 5 critères pour tracer une ligne raisonnable. Voici un cadre simple mais robuste. 1. Utilité réelle. Pas la pseudo-utilité marketing, mais la vraie. Santé, sécurité, nourriture, transport essentiel, production technique, maintenance, etc. 2. Durée de vie versus durée de pollution. Un produit jetable qui pollue 300 ans est rarement raisonnable. 3. Existence d'alternatives viables, verre, métal, papier, fibres naturelles, bioplastique. Si une alternative existe et fonctionne, le plastique devient difficile à justifier. 4. Impact total, extraction, fabrication, consommation, fin de vie. Un usage peut être utile, mais avoir un impact disproportionné. 5. Importance symbolique, culturelle. Certains usages ne sont pas utiles, mais importants pour la cohésion collective. Fêtes, jeux, art, ils ne peuvent pas être balayés d'un revers de main. Number 3. Comment décider? Oui, par débat collectif, mais pas n'importe comment. Il faut un processus hybride. A. Experts pour fournir les données, impact réel, climatologue, ingénieurs, économistes, biologistes, sociologues, designers de matériaux. Ils apportent chiffres, impact, alternatives, possibles risques. B. Citoyens pour arbitrer les valeurs. Car la question n'est pas seulement technique. Qu'est-ce qui compte pour nous? Quel type de confort voulons-nous garder? Quelle tradition? Quel loisir? C'est un choix politique, pas seulement scientifique. C. Décideurs pour fixer une direction commune. Les gouvernements doivent traduire ce consensus en loi, normes, incitations, taxation, planification industrielle. 4. Pourquoi le monde devra choisir quel désir garder? Comment l'expliquer? Voici l'explication simple, honnête et compréhensible. 1. Nos désirs sont aujourd'hui illimités. Les ressources, non. On a bâti une économie où chaque désir, le gadget, tendance, consommation impulsive, devient un produit immédiatement disponible. Mais pétrole limité, métaux critiques limités, stockage énergie, terre, eau, limite physique, pollution, limite absolue. H2, on ne peut pas maximiser tout en même temps. Si on veut, hôpitaux, transport, agriculture, industrie high-tech, énergie propre, on ne peut pas en plus produire gadgets, jouets jetables, emballages inutiles, articles mode à cycle rapide sans saturer les ressources. L'aspect 3. Le désir absolu et illimité n'est pas compatible avec un monde fini. C'est la réalité matérielle. 4. Donc, il faut trier. Pas supprimer le plaisir ou le confort, mais distinguer. Désir essentiel, désir important, désir superflu, désir destructeur. 5. Choisir ce qu'on privilégie, c'est choisir le monde dans lequel on veut vivre. On peut l'expliquer ainsi. Open quote. Nous devons décider ensemble quel plaisir, quel confort et quel bien mérite d'exister dans un monde où les ressources sont limitées. Ce choix détermine notre futur collectif. Close quote. 5. La vraie question à poser à la société open quote. Qu'est-ce qui est plus important? Une facilité jetable aujourd'hui ou un futur vivable demain? Close quote. Ce choix n'est pas moraliste, c'est un choix d'allocation de ressources. Number 6. Comment organiser un vrai débat collectif? Méthode réaliste. Assemblée citoyenne, comme pour le climat. Tirer au sort, débat plus formation, recommandations précises. Panel mixte, citoyens plus experts industriels. Pour garantir réalisme technique, plus légitimité démocratique. Délibération ouverte, transparente. Les données doivent être publiques et compréhensibles. Tests régionaux. Avant d'imposer une règle nationale, tester l'impact local. Budget de pollution par secteur. Chaque secteur reçoit une quantité limite de matières polluantes. Il doit choisir où les utiliser. 7.
Comment faire comprendre ce choix au grand public? Par des messages simples mais puissants. Car le confort n'est pas interdit. La pollution inutile, si. Nous devons choisir quelle forme de confort valent vraiment la peine. Toute ressource utilisée pour un usage inutile manque à un usage essentiel. La question n'est pas « doit-on renoncer ?» La question est « à quoi voulons-nous donner de la valeur ?» Une société se définit par ce qu'elle fabrique et par ce qu'elle abandonne. Seal, si tu veux, je peux maintenant créer un modèle simple de décision, comment classer un produit en acceptable, non acceptable, créer une grille à points pour évaluer chaque usage pétrochimique, faire un texte destiné au public pour expliquer pourquoi il faudra choisir, rédiger un discours politique cohérent, faire une version philosophique ou au contraire pragmatique et industrielle. Souhaites-tu lequel ?